Nico. Merci beaucoup à Nico et à Verena pour cet exposé ce matin. Pour commencer, j'aimerais lancer la discussion. Est-ce qu'il y a des questions tout d'abord parmi les participants ou peut-être ici dans la salle et éventuellement des participants en ligne? Si vous le permettez, j'aimerais moi commencer par poser une première question. Au début de votre exposé, vous avez fait une synthèse de ce que pourrait être un expert judiciaire, un expert technique, un témoin expert ou Et pour moi, un expert juridique, c'est quelqu'un qui pourrait répondre aux questions concernant le droit étranger. C'est la seule option que j'envisage, ou la seule possibilité. Si on est comme expert juridique auprès d'un tribunal, on est expert sur les questions juridiques. Alors ça ne pourrait concerner que les droits étrangers. L'expert juridique, pour moi, serait donc, par exemple, lorsqu'un quelqu'un donne un avis sur le droit d'un autre pays. Mais qu'en est-il des experts témoins, des témoins experts? Nous savons que dans certains pays, pour moi, si je comprends bien, il s'agit des pays de droit commun ou peut-être aussi de l'Espagne. Il s'agit d'experts qui ne sont pas cités par la Cour, mais par les parties. Et donc, à ce moment-là, les critères sont différents. Le témoin expert est considéré comme un expert juridique, si vous voulez. Mais comment cela est-il compatible avec la question de l'indépendance que vous avez évoquée? Je pense que c'est une question qui concerne aussi le groupe de travail. Et peut-être que vous pouvez nous donner quelques informations complémentaires sur cela aujourd'hui, ce qui concerne donc les témoins experts. Donc les experts appelés à témoigner, mais pas forcément appelés par la Cour, mais par les parties. Les interprètes ne reçoivent pas le son du micro. Il s'agit de nomenclature et de traduction aussi. Comme vous le voyez au Royaume-Uni, vous avez l'utilisation précise du témoin expert qui est rémunéré par l'une des parties. Et nous considérons l'indépendance et l'impartialité est à la base du système. Il n'y a donc aucun doute là-dessus au Royaume-Uni qu'un témoin expert, il n'y a aucune remise en cause ou en question de l'impartialité et de l'indépendance du témoin expert, même s'il est rémunéré par l'une des parties. Et nous voyons que dans les systèmes juridiques des États membres au niveau local, on recommande aussi que les experts judiciaires, même lorsqu'il s'agit de témoins experts, soient considérés et qu'il y ait ce caractère d'impartialité. Donc en fait, c'est vraiment une question de nomenclature, de terminologie en fait. Maintenant, si quelqu'un dans la salle a des questions ou une question ou souhaite prendre la parole, je vous demande de vous lever, de vous présenter, de poser votre question pour que l'on sache qui prend la parole. Pardon, moi j'ai une question. Je m'appelle Michel de Wolf, je suis membre du jury. Je viens de la Belgique. Je suis un expert judiciaire, je suis universitaire et aussi je fais de la recherche à mi-temps. Ou pas, je suis juge à mi-temps. J'ai une question fondamentale concernant le but
d'une telle liste d'experts au niveau européen. Je pense que c'est là l'objectif même du projet, de mettre en place une profession européenne. Pas comprendre que vous proposiez. Then I need translation. Yeah. Okay, I will go on in English. Yeah, your English is perfect. Yeah. Votre anglais est parfait, vous allez donc continuer en anglais. Je ne comprends donc pas si cela est l'objectif de développer une profession européenne, d'avoir une liste d'experts, une liste européenne, que vous proposiez parfois de ne pas prendre la norme la plus élevée, la plus stricte, en termes d'expérience, en termes de formation, etc. Selon moi, cela ne fonctionnera que si nous travaillons sur la base d'une norme la plus stricte possible. Vous n'arriverez pas à convaincre les pays où les normes sont déjà très strictes d'accepter une norme inférieure, aux critères inférieurs. Il est très peu probable qu'ils acceptent d'abaisser leurs propres normes. Et cela pose aussi un autre problème. Alors que certains pays ne mettent pas en place aujourd'hui des normes strictes, on peut s'interroger sur la raison de ne pas appliquer les normes les plus strictes. Est-ce que c'est une question de tradition? Est-ce que c'est une question de système de leur justice? Encore une fois, je suis parfois juge, et donc la justice aujourd'hui doit revenir dans de nombreux États à ces normes les plus strictes, les plus élevées. Et il n'est pas bon pour la justice que des experts judiciaires soient d'un niveau inférieur en termes de conseillers techniques des parties, pour les avocats aussi, tous ont un niveau universitaire, de formation universitaire, donc en Europe. Alors pourquoi les experts pourraient-ils être de niveau non universitaire? Et tous les membres au tribunal, tous les intervenants au tribunal sont d'un niveau universitaire supérieur. Et pourquoi donc voulez-vous définir des normes de qualité qui ne soient pas les plus élevées, donc dans tous les cas? Dans le principe, pourquoi ne pas viser le meilleur, le plus haut, qui serait donc plus favorable à la mise en place justement d'un système européen? Pourquoi viser niveler par le bas plutôt que niveler par le haut? Merci. En fait, ce n'était pas qu'une question, c'était plusieurs questions. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que au sein de l'EEI, nous parlons d'un annuaire et non pas d'une liste d'experts. Le titre, l'appellation est importante. Une liste, je peux inscrire 10 noms sur une liste, c'est une liste. Si j'ai un annuaire, j'ai des critères pour pouvoir être inscrit sur cet annuaire. Bon, pour être sûr que nous nous comprenions bien, en tout cas, cette clarification. Ensuite, vous demandez quelque chose qui est plutôt une approche politique. Nous, dans notre projet, si nous voulons définir la norme la plus élevée et puis conseiller à tout le monde d'appliquer, d'adopter cette norme la plus élevée, beaucoup de pays vont dire « Eh bien, on ne sera pas en mesure de l'appliquer, merci beaucoup, au revoir, on vous revoit dans 10 ans ». Nous avons essayé de trouver un dénominateur commun. Et nous avons vu que certains pays ne répondent pas encore à ce dénominateur commun. Donc, cette norme la plus basse pour un expert judiciaire, ça veut dire que certains pays vont pouvoir aller rehausser leur propre niveau actuel, mais cela ne signifie pas que les autres vont devoir abaisser leur niveau. Ils pourront garder.
Nous montrons, nous, les types d'experts qui existent déjà. Donc, je ne partage pas votre crainte que certains pays qui ont une norme beaucoup plus élevée, beaucoup plus stricte, abaisseront parce qu'ils disent « Ah, bah, si c'est que ça, le minimum, à ce moment-là, on peut laisser de côté tous les autres critères. » Non. Les juges dans ces pays n'accepteront pas d'abaisser ces critères. Ce que nous arrivons à faire avec cette approche que nous avons adoptée, c'est que dans un tribunal, dans un pays X, pris au hasard la Hongrie, j'aimerais bien, moi, ce que là, l'expert qui travaille, qui rend son avis dans mon tribunal, réponde à certains critères minimums. Et vous savez qu'actuellement, nous avons des normes et nous ne pouvons que augmenter, améliorer ces normes au fil des années. Nous savons également que les différents pays ont des histoires, des passés, des traditions différentes. L'objectif, le but du projet, ce n'est pas d'avoir une recette qui s'applique à tous, mais de trouver des points communs. C'est à partir de cela que nous commençons. Nous n'avons non plus aucune juridiction. Nous ne faisons que des recommandations. Nous ne disons pas donc que chaque pays doit changer sa législation nationale en matière d'experts. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas ça notre mission non plus. Une autre question ici? Vous m'entendez? I can speak French because I am fluent in French. Je vais parler français, si vous le permettez, donc je vais traduire, mais donc les personnes... Je peux y aller? Juste pour répondre à votre question, là, je m'appelle Jean-Raymond Lemaire et je suis expert en informatique, enfin même expert un peu vieillissant, donc expert honoraire. Je vais répondre à cette question. Il y a 4 ou 5 ans, ou 6-7 ans, nous avons fait preuve de cette naïveté. Je peux vous taquiner, monsieur le juré belge? Nous avons fait preuve de cette naïveté et nous avons proposé un travail qui consistait à proposer des normes high level qui devraient être appliquées en Europe. La Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne ont accepté ce projet. Nous avons fait un très joli projet avec un livre qui s'appelait The Best Practice. C'était un livre en anglais et en différentes langues d'ailleurs. Et à ce moment-là, la Commission européenne est venue nous voir en nous disant c'est pas très bien de proposer aux pays européens des best practices. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un autre projet, nous utilisons un autre moyen pour essayer de faire passer des idées. Nous avons décidé, non pas de faire des best practices, mais on va dire des practices, des pratiques qui sont acceptables et qui permettent d'avoir l'adhésion du plus grand nombre d'États membres et des instances qui travaillent dans ces États membres. Donc c'est un côté purement pratique. En ce qui concerne Euroexpert, je laisserai les gens d'Euroexpert s'exprimer, mais sur l'Institut, c'est clair. Aujourd'hui, on veut toucher le plus grand monde et on a pour ce faire utilisé le biais d'un outil, alors que nous sommes à la base un think tank, mais c'est essentiellement à la demande de certaines instances européennes pour essayer de faire converger le monde de l'expertise dans toutes ses composantes en Europe. Voilà, c'est en tous les cas la justification d'un tel projet tel que nous l'avons discuté avec les instances européennes il y a quelques mois. Hello everybody. Rochaet, membre du jury. Peut-être que la solution au problème soulevé est la question de la transparence. Nous allons définir des critères et ces critères seront définis dans l'annuaire et la liste ou l'annuaire qui sera établi dans chaque pays. Si j'ai besoin, moi, d'un expert grec ou finlandais, par exemple, je trouverai dans l'annuaire des informations concernant, par exemple, l'ensemble des experts, soit l'ensemble des experts dans cet annuaire répondent à ces critères ou ne répondent pas à ces critères, ou j'aurai des informations par expert, soit chaque expert et les critères auxquels il répond.
Encore une fois, c'est une question de transparence pour que moi, en tant que juge national, je puisse nommer un expert éventuellement d'un autre pays lorsque je vois que celui-ci répond aux critères que moi, je définis pour mon droit national et ma juridiction nationale. Pour répondre donc, peut-être que ceci pourrait être la solution en réponse donc au problème soulevé. Un ajout. Tout à l'heure, nous verrons également les autres critères pour l'annuaire. Lorsque vous définissez cet annuaire, nous verrons les critères qui seront appliqués donc pour chaque pays ensuite. Bonjour à tous. Je suis procureur de Pologne. J'ai une question très pratique. J'ai été impressionnée lorsque vous parlez d'experts, vous parlez de personnes physiques. Mais au cours d'un procès, moi j'ai collaboré avec des dizaines d'experts du monde scientifique, en cyberinformatique, en médecine. Très souvent, nous utilisons une institution spécialisée, un organisme. Et dans la procédure criminalistique polonaise, nous faisons appel, nous avons recours à des experts qui ne sont pas forcément des personnes, mais des institutions scientifiques, par exemple. Et ces institutions sont très bien équipées, justement, pour répondre à nos besoins en expertise. Et nous pouvons avoir recours à elles. Ma question, donc, est-ce que vous pensez que dans cet annuaire, nous pourrions également intégrer ce type d'organisation ou d'organisme? Parfois, il s'agit d'organismes commerciaux ou associés à l'administration ou au service public. Je pense que ce qui compte le plus, c'est de ne pas intervenir dans le droit national. Si vous avez une droit national qui oblige un juge à avoir recours à un certain type d'experts, nous ne pouvons pas changer cette loi. Mais si nous regardons de plus près la personne qui intervient en tant qu'expert judiciaire et qui va rendre son avis d'expert, à ce moment-là, nous pouvons faire des recommandations. Et nous espérons que ces critères minimums permettront également de toucher ces organisations que vous évoquez. En fait, les organismes que vous décrivez dans la plupart des pays répondent aussi aux critères du questionnaire. Nous avons des questions en ligne également. Pavel, d'abord. Merci. Alors, une question posée en ligne concernant le concept de independence and neutrality. Divulgation. C'est un concept qui s'applique aux médiateurs dans les procédures d'arbitrage. Et nous avons un participant en ligne qui demande si ce concept de divulgation peut s'appliquer justement et peut être appliqué aux experts judiciaires. Eh bien, je pense que très souvent, il y a un accord de non-divulgation qui est signé, qui existe en fait dans les critères d'impartialité et d'indépendance aussi. Eh bien, cela dépend. Nous savons qu'il y a des pays et même certaines professions qui utilisent cette déclaration où il y a cette clause de non-divulgation dans la loi même. Mais dans beaucoup de pays, elle n'est pas obligatoire. Et ceci va surtout dépendre de la manière dont l'expert est sélectionné et nommé. Je vais vous donner l'exemple néerlandais. Avant qu'un expert soit nommé, les parties peuvent parler au juge de cet expert. Et ce problème de divulgation va être donc réglé en amont lors de cet entretien avec le juge, entre les parties avec le juge. Mais une déclaration de non-divulgation, je suis d'accord, on peut l'ajouter dans l'avis d'expert.
Et en général, ça fait partie également de l'exercice ou des critères du code de la déontologie de la profession, comme pour d'autres métiers, d'autres professions, comme les médecins, les avocats, etc. Une clause de confidentialité, en quelque sorte. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est qu'un expert, avant de se lancer de commencer son travail d'expert, qu'il dise, qu'il révèle, voilà, j'ai un passé avec l'une ou les parties, voilà ce qui s'est passé. Je suis lié donc à ces parties, mais si vous êtes d'accord, je vais accepter la mission d'expert. Mais ça, c'est l'impartialité. Alors, la recommandation serait d'imposer une clause de confidentialité, donc de non-divulgation de toute information dans le cadre de la procédure aux parties concernées. Mais si cela concerne notre affaire, eh bien, c'est ajouté au dossier. On en discute d'abord et ensuite on ajoute la clause. Toutes les informations concernant la confidentialité ou la non-divulgation sont mentionnées. Nous avons quelqu'un en ligne qui pose la question. L'obligation de confidentialité est une obligation pour toute la durée du processus ou de la procédure. Pavel avait une question aussi dans la salle. Bonjour, je m'appelle Pavel. Ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. Nous parlons de normes minimum. Alors peut-être qu'il y a un malentendu ici sur le terme. Norme minimum est un terme très technique qui provient qui est basé sur un certain nombre de critères que l'on puisse comparer donc entre les pays. Pour pouvoir faire ces comparaisons d'un pays à l'autre, ce n'est pas la qualité la plus basse, c'est juste un certain nombre de critères minimums. Ça ne dit rien donc du niveau de qualité, ça indique uniquement le nombre de critères requis pour permettre la comparaison. J'insiste sur ce point parce que dans les autres exposés, on va reparler de ces normes minimums régulièrement. Donc il est important de clarifier ce principe, ce concept de normes minimum, ou les critères, le minimum de critères requis. Merci. Je représente le ministère de la Justice de France. J'ai une question concernant l'un des critères que vous avez abordé, celui des connaissances de base de la procédure judiciaire. Eh bien, je pense que c'est important si lorsque vous nommez quelqu'un qui vient de votre pays, c'est un des critères en France, d'ailleurs. Mais j'ai imaginé une chose. Je suis juge, par exemple, j'ai droit à traiter un dossier, une affaire qui va concerner une peinture, un tableau célèbre polonais. J'ai besoin d'un expert en peinture, en art polonais. Et donc, je vais devoir avoir recours à un expert polonais. Mais si je fais appel à cet expert polonais, et si j'exige ou j'attends de lui qu'il connaisse le système procédural français, je ne pense pas trouver beaucoup d'experts sur le marché. Alors, est-ce que cela ne va pas poser problème lorsque l'on va parler d'experts européens? Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on le disait. Il est clair que l'expert en art polonais ne peut connaître tous les systèmes juridiques français, allemands, etc. C'est sûr. Mais s'il connaît son système juridique polonais, c'est déjà un système judiciaire dans un pays démocratique, donc il est déjà habitué aux procédures judiciaires similaires. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bonjour à tous, Francesco De Pasquani de Malte, le plus petit pays, le plus petit État membre. Je suis aussi président de cette institution, mais je suis aussi juge maltais. Ce débat est très intéressant,
nous y trouverons beaucoup de matière à réflexion. Alors merci à vous. Et je me demandais dans quelle mesure vous seriez en mesure de nous fournir les données de base brutes que vous avez utilisées. Moi, je viens de la CEPEJ et au sein de la CEPEJ, nous essayons de partager tout ce que font les autres pays pour comprendre comment ils travaillent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Donc, si vous partagiez ces informations, les autres pays pourraient aussi apprendre de la manière dont procèdent les autres pays. Avant de fixer un niveau de critères, et le seul moyen de définir ou d'améliorer un niveau, c'est de comprendre comment fonctionnent aussi les autres pays. Ce serait la meilleure façon d'enseigner aux gens comment ils pourraient aussi procéder. Alors, ça pourrait être aussi une voie très intéressante à emprunter. Moi, je suis l'officier responsable de ce projet et je vais regarder les règles. Et nous allons voir si nous pouvons envoyer les réponses ou les données à la CEPEJ ou peut-être uniquement au jury, mais en tout cas, il y a la question de protection des données à vérifier avant de diffuser ces informations. Mais beaucoup d'informations sont aussi déjà disponibles en ligne. Est-ce que les questionnaires ou les informations que nous avons utilisées pour remplir ces questionnaires sont disponibles aussi en ligne? Alors, en français, de nouveau, pour répondre à Francesco. Avec la CEPEJ depuis 10, 12, 14 ans, et notre principe est d'échanger toutes nos données. Donc, vous êtes le bienvenu. On vous donnera tout ce que vous souhaitez en termes de données. Tout ceci est publié d'ailleurs sur nos sites, mais on vous les donnera. Je sais que vous êtes un jeune président, un jeune homme et un jeune président de la CEPEJ, mais je vous rappelle que, par exemple, nous fabriquons le questionnaire d'évaluation des experts en Europe pour la CEPEJ. Donc, on est des contributeurs et bien entendu, on cherchera à faciliter au maximum votre travail. N'en doutez pas un seul instant. C'était tout. Good morning. My name Bonjour, je m'appelle Guido Alpa. Je suis membre du jury. Je travaille aussi au sein d'un conseil italien depuis de nombreuses années. Nous faisons une grande différence entre le traitement par les législations nationales et les professions traditionnelles et ces nouveaux métiers qui apparaissent. Et j'aimerais savoir si vous avez noté la différence de traitement parmi les experts, s'ils viennent d'un métier traditionnel, par exemple un avocat, un ingénieur, etc., et les nouveaux métiers tels que l'informatique ou en intelligence artificielle ou quelque chose de tout à fait nouveau. Et j'explique mon arrière-pensée derrière cette question. En Italie, pour les métiers, les professions traditionnelles, nous convenons qu'il faut avoir une formation, un diplôme d'État et puis de la formation continue. Tous ces critères s'appliquent aux experts et sont remplis déjà par la législation nationale. Mais cela concerne les métiers traditionnels. Maintenant, qu'en est-il lorsque vous avez besoin d'un expert dans un domaine nouveau, par exemple en informatique, où on n'exige pas d'avoir de diplôme peut-être, ou bien il peut donc y avoir de grandes différences entre les métiers traditionnels et les nouveaux métiers. Nos critères devraient également s'appliquer à tous les métiers afin d'améliorer aussi le niveau de qualité de l'expertise ou des experts. C'est ma première question. Est-ce que vous avez constaté des différences donc entre les différents métiers, les anciennes professions et les nouveaux métiers? Voilà ma première question. necessary. Pensez-vous qu'il serait nécessaire
d'avoir également des règles sur les experts, sur la manière dont ils travaillent et sur les règles de procédure. Par exemple, est-ce qu'un expert devrait être, qui a été nommé par le juge, mandaté par le juge, avant qu'ils ne donnent leur avis auprès devrait-il discuter, prendre connaissance de tous les documents donnés par le juge et partager les documents avec les autres experts, donc les sortir de la cour et les partager avec les autres experts de manière à ce qu'il y ait des discussions libres avec les experts et qui ont été peut-être mandatés par les parties. Je ne sais pas si vous avez comparé les règles qui ont été sur la manière dont l'expert doit réaliser son travail et la discussion avec les parties. Un autre point, je n'ai pas vu si vous avez vérifié dans ces accords ou dans ces clauses de confidentialité ou les relations entre les experts, par exemple. Les experts nommés par la Cour pourraient avoir d'autres expériences professionnelles ou l'expert qui a été nommé par l'un des partis pourrait être, par exemple, le chef ou le supérieur de l'expert mandaté par la Cour. Là, vous pourriez donc avoir des liens entre ces experts avant qu'ils ne réalisent l'expertise qui pourrait conduire à une certaine partialité ou à une relation de dépendance. Mais pour cela, vous avez en fait des dispositions à l'échelle nationale. Mais si nous demandons donc une divulgation de tout, donc les relations qu'il a donc avec le conflit d'intérêts potentiel avec les partis, les autres experts qui ont été, mais ça vous savez, et qui sont nommés par les partis, mais ce sont des situations différentes. Mais bonjour, je suis Angela Scala et je suis une experte italienne. Je voulais poser cette question parce qu'elle est liée effectivement à ce que vous dites et à vos réflexions. En ce qui concerne les différents critères sur l'impartialité et l'indépendance, la question qui se pose, un expert judiciaire qui travaille généralement avec des juges dans des cours civiles et pénales peut au début travailler avec les parties ou pas. Et ça, c'est la question qui est importante pour choisir la carrière de l'expert. Il y a un conflit pour un expert de choisir de travailler avec le juge ou est-ce que ça dépend d'une affaire à l'autre ou est-ce qu'il faut, donc si vous êtes impartial et indépendant, vous travaillez avec le juge et pas avec
les parties. Je ne sais pas si ma question est très claire. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris la question. Donc, c'est un expert qui travaille depuis longtemps pour un juge ou qui travaille dans l'entreprise. Donc, ce sont aussi pour les privés. Seulement pour le juge et pas pour les parties privées. Ça, c'est un débat qui est un débat qui date de longue date aux Pays-Bas. C'est la même chose aux Pays-Bas, par exemple, pour les experts des compagnies d'assurance. Je ne les juge pas. Mais ils disent, je ne travaille que pour une seule compagnie d'assurance. À ce moment-là, on ne peut pas leur faire confiance parce que il n'y a pas d'impartialité. Donc, c'est pourquoi on a toujours demande un deuxième avis lorsqu'il y a des questions de compagnie d'assurance. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, je dirais, n'acceptez pas la mission parce que vous n'êtes sans doute pas indépendant ni sans doute impartial et donc il y a un conflit d'intérêts. Et la première question concernait une différence entre experts traditionnels et les experts dans les nouvelles professions, par exemple dans le secteur informatique. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'au niveau de la procédure dans chaque pays, il y a un certain nombre de règles pour les experts. Si on regarde les experts traditionnels dans l'intelligence artificielle, par exemple, si l'on regarde ce qu'on exige des experts, que vous avez donc des connaissances professionnelles d'un côté, et vous avez ensuite des connaissances au niveau juridique et de la procédure en général. Si vous êtes une organisation si votre organisation professionnelle vous permet d'avoir suffisamment de connaissances dans le domaine de l'informatique, l'intelligence artificielle ou les produits chimiques, que sais-je, ça relève de votre profession. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous devez avoir des connaissances sur les procédures judiciaires. Vous pouvez toujours faire des formations continues. Et vous pouvez être le même expert judiciaire parce que généralement, les règles de procédure ne changent pas très, très rapidement, alors que les connaissances professionnelles dans un certain domaine changent. Oui, est-ce qu'il faut qu'on avance? Dernière question, parce que là, on est déjà en retard. Donc, ce critère est utile pour les jurys. Et donc, c'est à moi, en tant qu'expert, je dois décider si l'on peut utiliser l'expert. Donc, je suis obligé donc de vérifier. Je ne suis pas sûr que l'expert européen que nous sommes en train de développer sera véritablement se déplacera vers les pays. Il s'agit beaucoup plus de savoir si des citoyens venant d'un autre pays et sont devant les tribunaux dans mon pays, il faut que le citoyen devant les tribunaux qui viennent d'un autre pays sache exactement si un expert est mandaté, ce que cet expert aura comme connaissance. Si moi je suis par exemple, si moi je suis néerlandais devant un tribunal polonais et qu'il y a un expert polonais qui est nominé, bien à ce moment-là, je voudrais savoir si cet expert polonais a effectivement des compétences qui sont nécessaires pour que je sois sûr que son avis soit pertinent. L'intervention de monsieur se fait sans micro et malheureusement, nous ne l'entendrons pas. Je suis désolée. Oui, c'est votre décision. C'est la décision c'est la même chose que la question qui a été posée par le juge français. C'est la décision du juge qui mandate un expert ou qui nomme un expert. Nous sommes simplement une aide pour essayer d'évaluer la qualité minimum d'un expert. Merci. Nous allons prendre 2 dernières questions en ligne et ensuite, si vous l'acceptez, on fera la pause café et ensuite on fera la présentation du groupe de travail numéro 2 après la pause.
Tout d'abord, nous avons une question de Rafael Lana, qui est un expert espagnol sur les avocats. Et il avait une question sur la confidentialité professionnelle. Est-ce que les experts judiciaires sont soumis à la confidentialité et comment est-ce que cette norme peut être respectée par les experts? Je pense qu'on en a déjà dit un certain nombre de choses à ce sujet. Il y a différentes dispositions par pays et par les règles de procédure. Et bien sûr, l'impartialité est indispensable. Et vous avez aussi la protection des données. Et c'est la question, en ce qui concerne l'intégrité professionnelle, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Mais l'intégrité professionnelle commence par la déclaration de bonne conduite que l'on fait dans chaque pays. Ensuite, probablement, mais je ne suis pas tout à fait sûre, si vous êtes membre de votre organisation professionnelle, c'est sans doute le contexte dans lequel une personne non professionnelle serait exclue. Et si vous avez, par exemple, vous appliquez également donc le règlement sur la protection des données au sein de l'Europe, ça s'applique aussi pour un expert. Donc, le règlement sur la protection des données, est-ce que ça s'applique? Ça s'applique à tout le monde. Le règlement sur la protection des données s'applique à tout le monde. Et donc, ça protège tout le monde dans la cour et toutes leurs données. Deuxième question. Daneta Caracas de Croatie. Est-ce qu'il est possible d'organiser une réunion d'experts de certaines professions en ligne au niveau européen? Et qu'est-ce que vous penseriez de cette possibilité pour parler de ces normes? Mais ça serait extraordinaire si chaque expert et chaque secteur parlait de nos normes, ça serait merveilleux. Mais dernière question ici. Je voudrais dire que je suis d'accord avec la solution proposée par le collègue luxembourgeois. Je comprends que vous ne voulez pas perdre évidemment les États membres qui sont au niveau, mais n'oubliez pas non plus que vous pourriez perdre ceux qui ont les niveaux les plus élevés qui pourraient peut-être quitter. Bien sûr, il y a aussi des exemples de meilleures pratiques. Donc, la solution pourrait être, en fait, pour certains critères, je ne parle pas de tous les critères, mais pour certains, les critères de base, pourquoi est-ce que l'on a... Si vous avez un expert qui n'a pas d'expérience, ça sert à quoi d'avoir un expert qui n'est pas expert, en fait? Donc, si vous n'avez pas d'expérience du tout, à ce moment-là, selon la solution luxembourgeoise, si je puis le dire ainsi, le critère est d'avoir une certaine expérience, mais si quelqu'un qui, même si son droit national n'a pas besoin d'avoir expérience, eh bien, ça devrait être inscrit quelque part pour que ce soit transparent, pour qu'on le sache, en sachant que cette personne dans le registre, l'annuaire, ne répond pas à ces critères. Répondre. Une réponse rapide. Il y a un projet Find an Expert 1 où tous les critères des 22 États sont mentionnés et sont sur le site E-Justice. Et là, vous voyez donc quel est le niveau de chaque pays sur le site. J'allais dire que j'ai marqué que nous devons aussi avoir un certain nombre de critères
obligatoire et contraignant. Je comprends tout à fait votre crainte si l'on a un plus petit dénominateur commun de perdre peut-être un certain nombre de pays. Par conséquent, nous avons regardé aussi la législation nationale sur l'éducation. Bien sûr, on ne peut rien dire à cet effet parce que ce n'est pas notre projet, ce n'est pas notre mission, ni notre mandat, donc nous n'avons rien à dire sur lui. Donc, sur le niveau d'éducation pour une certaine profession dans un pays est, à notre avis, très faible, c'est pas... Ça, si c'est une norme professionnelle pour ce pays, eh bien, c'est celle qui s'applique et là, nous n'y pouvons rien et là, nous ne pouvons pas l'influencer. Mais c'est pourquoi nous avons un certain nombre de normes minimum. Merci. Merci à tous d'avoir